Alors, grandir en bonne intelligence, souvenir d'enfance. L'enfant a 10 ans. Il est très ému parce que son père lui a raconté. Alors que celui-ci marchait tranquillement dans la rue, un homme lui a lancé une insulte raciste et a fait tomber sa casquette dans le caniveau. Craintif de ce que déclencherait une réaction de sa part, le père a ramassé le chapeau sans protester. Bouleversé par ce récit, l'enfant se promet de se venger cette humiliation en devenant tellement fort et intelligent qu'on ne pourra jamais le rabaisser. Il s'imagine devenir un héros. Comme il n'habite pas le 13e et ne connaît ni Naruto ni Iron Man, l'enfant se rêve en Hannibal, puis plus tard en Léonard de Vinci, en Moïse ou encore en Oedipe, puis finalement en Sigmund Freud. En 1900, devenu lui-même, Freud publie à 44 ans ce souvenir d'enfance dans l'interprétation des rêves, livre qu'il qualifiera de morceau de son auto-analyse, réaction à la mort de son père. Ce souvenir lui permet d'analyser une série de rêves en lien avec son ambition et son ambivalence par rapport à son père. 15 ans plus tard, en 1915, l'intelligence européenne qui atteint des sommets dans les domaines scientifiques et artistiques ne peut rien faire pour endiguer la destructivité des narcissismes nationalistes. Au cœur de ces années terribles, Freud écrit « Nous avons tort de considérer notre intelligence comme une force autonome et de ne pas voir combien elle dépend de la vie affective. Les hommes à l'esprit les plus aiguisés se comportent soudain avec aussi peu de jugement qu'un simple d'esprit, dès que le jugement qu'on attend se heurte en eux à une résistance affective. Le sens de la réalité peut donc toujours être faussé, s'il entre en conflit avec des motifs inconscients. Freud, encore confiant dans les bénéfices de l'interprétation, pense possible que ces hommes intelligents, je le cite, retrouvent aussi toute leur compréhension dès que cette résistance est surmontée. En 1933, dans sa lettre à Albert Einstein « Pourquoi la guerre ?», la désillusion est plus profonde. La prise de conscience des motifs inconscients ne lui semble plus suffire pour restaurer l'intelligence. Postulant l'existence en chacun de nous d'une destructivité innée, Freud se résigne. Il ne s'agit pas, je cite, « il ne s'agit pas d'éliminer totalement le penchant humain à l'agression. On peut tenter de le détourner suffisamment pour qu'il n'ait pas à trouver son expression dans la guerre. La pulsion de vie, fin de citation, la pulsion de vie doit s'opposer à la déliaison de la pulsion de mort. » Et il continue, « Tout ce qui établit des liens affectifs entre les hommes ne peut que s'opposer à la guerre. » Donc l'amour d'objet et l'identification à l'autre sont ces forces de liaison à intriquer avec la destructivité. Ainsi l'intelligence risque d'être mise au service de la destruction si elle ne lie pas suffisamment les forces pulsionnelles de vie et de mort. En 1938, à 82 ans, donc presque 40 ans après avoir publié Le souvenir du père au chapeau, Freud a beaucoup moins d'illusions sur l'amour des fils envers leur père, et encore moins concernant la vertu des idéaux grandioses. L'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, l'annexion de l'Autriche et les persécutions antisémites menacent à nouveau. Après avoir un temps espéré maintenir son travail à Vienne, il est décidé à se sauver et à sauver ses enfants, en partant se réfugier à Londres. Pour le laisser fuir, la Gestapo exige qu'il signe une lettre déclarant qu'il a bien été traité, déniant l'arrestation d'Anna Freud et les pressions sur la Société psychanalytique de Vienne. Face à cette disqualification de la parole et de la vérité, on raconte que Freud aurait trouvé une voie entre la soumission dépressive du père au chapeau et le déni mégalomaniaque du fils héroïque, celle de l'humour. Lui qui, après la mort de son père, avait méticuleusement relevé toutes les blagues juives transmises par la tradition, aurait proposé d'ajouter à sa signature une annotation « Je peux chaleureusement recommander la Gestapo à tous ». Freud se serait, avec l'ironie, génialement sorti du paradoxe mortifère de la déclaration mensongère qui le libérait en emprisonnant sa parole. Freud était de l'avis de tous, enfin de l'avis de beaucoup, l'une des intelligences les plus brillantes de son siècle. En revanche, ses théories abordent rarement la question de l'intelligence directement. L'intelligence est classiquement définie comme la capacité à comprendre et trouver des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, donc une faculté d'adaptation au monde extérieur et à ses réalités.
Freud s'intéresse lui prioritairement à l'intériorité et à la vie psychique, telle qu'elle se manifeste dans l'expérience intime et subjective. L'appareil psychique se constitue selon lui sous le primat du principe de plaisir, pour maintenir la satisfaction, l'intelligence n'advenant, pourrait-on dire, que de surcroît. Située du côté de l'individu et de la prise en compte de son désir, la psychanalyse se distingue dès sa naissance des théories psychologiques de l'intelligence qui cherchent à décrire les composantes de la pensée logique consciente. Les travaux que développent à la même époque certains philosophes et psychologues, parmi lesquels Alfred Binet, trouveront ensuite, en Suisse, avec le sommet scientifique que représente Jean Piaget, puis dans le pragmatisme nord-américain, les terreaux fertiles pour le développement d'une psychologie cognitive. L'apport de ce courant à la psychologie, aujourd'hui renforcé par l'essor des neurosciences, est indéniable. Il a permis et continuera de permettre d'éclairer de nombreuses impasses de développement et d'affiner les aides pédagogiques ou rééducatives qui peuvent être proposées aux enfants. Mais seule la méthode psychanalytique permet à un enfant ou à un adulte se penchant sur son infantile de découvrir ce qu'être intelligent signifie pour lui et pourquoi cette fonction est chez lui entravée ou au contraire surinvestie. La métapsychologie qu'a construite Freud ne considère pas l'intelligence comme le but de la pensée, mais comme un des destins possibles de la pulsion. Suivre l'intelligence de Freud, c'est ainsi, selon sa propre logique, deviner l'homme qui, du petit garçon blessé par l'humiliation de son père au vieil homme malicieux confronté à la mort, se prend comme objet d'investigation et s'expose comme modèle d'analyse. L'identification à Freud n'est pas seulement un appui narcissique grandiose pour le thérapeute, c'est aussi une façon de penser chaque patient dans une communauté de conditions humaines, dégagée du registre performatif de l'intelligence cognitive. Du génie au déficient intellectuel, chaque enfant affronte les mêmes complexes et peut avoir à dénouer les mêmes conflits internes pour déployer ses ressources intellectuelles, quelles qu'elles soient. Dans Formulation sur les deux principes du cours des événements psychiques en 1911, Freud montre qu'intelligence consciente et vie fantasmatique inconsciente se constituent de façon symétrique à partir de la prise en compte de la réalité. L'attention, la mémoire, l'acte de jugement, l'action motrice et l'activité de pensée sont les ressources intellectuelles déployées par l'enfant pour tenter de récupérer activement les plaisirs dont la réalité externe le prive. De façon complémentaire, une vie imaginaire dominée par le principe de plaisir, la réalité psychique, se constitue pour fantasmer les réalisations pulsionnelles que la réalité externe refuse. Freud ajoute qu'une organisation psychique qui négligerait totalement le principe de la réalité ne pourrait pas se maintenir en vie un instant. Puis il précise, seul le nourrisson, à condition d'y ajouter les soins maternels, pourrait, de façon illusoire, se croire dans cette situation. Freud annonçant là les développements à venir de Winnicott. C'est en effet d'abord dans cette ère transitionnelle, au sein de laquelle on ne se demande pas ce qui appartient à l'enfant et ce qui appartient à l'environnement, que s'enracine l'intelligence. Être intelligent est pour un enfant, avant tout, être intelligent dans les yeux de ses parents. L'enfant aura une vie meilleure que ses parents. Il ne sera pas soumis aux nécessités dont on a fait l'expérience qu'elle dominait la vie. His Majesty's Baby. Comme on s'imaginait être jadis, il accomplira les rêves de désir que les parents n'ont pas mis à exécution. Pour introduire le narcissisme en 1914. C'est donc là la racine du mythique narcissisme originaire, dont la psyché, une fois constituée, sera pour toujours nostalgique, puisqu'il repose en fait sur l'indifférenciation entre le narcissisme de l'enfant et celui de ses parents. La qualité de cet investissement, que Paul Racamier nommera plus tard séduction narcissique, forme la base de l'estime de soi. Ce solide narcissisme arme l'enfant face aux inévitables frustrations liées à son immaturité. Mais si elle est excessive en intensité et en durée, cette séduction narcissique maintiendra un fonctionnement familial incestuel qui empêche l'enfant de confronter son intelligence aux réalités du monde partagé. Clivage et déni seront de plus en plus difficiles à maintenir au cours du développement,
et pourront faire le lit de certaines décompensations adolescentes au cours desquelles l'intelligence, perdant son ancrage avec l'objet, ouvrira les voies de la pensée délirante. Dans un excès inverse, l'investissement narcissique parental peut être insuffisant et inscrire la relation à l'autre dans un défaut fondamental de sécurité. Cette carence primaire, qu'aucune réparation ne viendra jamais totalement combler, passera parfois pour un déficit organique. C'est là la clinique des carences précoces et de certains fonctionnements limites ou opératoires qui entravent le déploiement de l'intelligence du fait du danger pulsionnel que l'approfondissement de la pensée et de la relation à l'autre représente. Si cet investissement est trop ambivalent ou chargé de trop de dépressivité, il inscrit la psyché de l'enfant dans la psyché de l'enfant, une énigme quant à sa responsabilité ou son insuffisance, nourrissant une quête intellectuelle éperdue. Ferenczi, à partir d'un de ses rêves, a proposé la figure du nourrisson savant, notion trouvant un certain écho dans la pensée de Winnicott, avec le concept de prématurité du moi, puis chez André Green, dans le complexe de la mère morte. Enfin, de leur côté, pour des raisons complexes, souvent inconnues, certains enfants ne peuvent suffisamment contenir l'excitation suscitée par la rencontre humaine. Ce débordement les empêche de s'appuyer sur l'investissement narcissique parental pour construire leur moi corporel. Si certains de ces enfants à risque d'autisme gardent des retards cognitifs importants, d'autres développent une forme d'intelligence pragmatique, coupée de l'objet humain, dont les hautes performances et les intérêts spécifiques ne feront que creuser l'écart avec l'autre. Dans le cas d'un développement suffisamment tempéré, la reconnaissance de l'objet externe se fait dans les éprouvés du manque et de la déception. L'objet échappe et blesse le narcissisme. L'expérience de satisfaction n'est renouvelée que si le moi se soumet aux conditions que l'objet exige. La fusion nostalgique du moi et de l'objet est un moi idéal perdu à jamais. Pour restaurer de façon illusoire cette unité perdue, le moi doit se présenter sous la forme de l'idéal de son objet d'amour. Cet idéal du moi s'impose de l'extérieur. Sur la base du narcissisme primaire, deux voies permettront, d'après Freud, d'assurer une bonne estime de soi. La satisfaction libidinale auprès de l'objet et l'accomplissement de l'idéal du moi. Donc l'enfant peut s'aimer lui-même de deux façons, en recevant de la part de ses parents ce qu'il désire, ou en correspondant à ce qu'il ressent de leur désir à eux. Ces deux composantes sont à la fois liées et en conflit chez l'enfant, puisque sa quête de satisfaction rencontre les interdits et les prescriptions parentales. Il lui faudra souvent beaucoup d'intelligence pour trouver une issue aux nombreuses contradictions entre la sexualité infantile éveillée au contact de ses parents et les injonctions éducatives énoncées par ces mêmes parents. De leur côté, les parents sont également aux prises avec le réveil de leur propre sexualité infantile au contact de l'enfant. Messages contradictoires, paroles contredisant les actes, fais ce que je dis et pas ce que je fais, seront, pour reprendre la notion de Jean Laplanche, autant de signifiants énigmatiques à résoudre. La quête de compromis stimulera l'investigation fantasmatique et intellectuelle de l'enfant, à condition que les contradictions ne soient pas dans un excès traumatique, débordant ses capacités de liaison. Être intelligent pour comprendre ce que les parents cachent. Dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci en 1910, Freud envisage l'investigation intellectuelle comme un destin de la pulsion confronté aux limites de sa satisfaction auprès des parents. Le déploiement des théories sexuelles infantiles préfigure le travail intellectuel de l'enfant. La quête de savoir répare et prévient la frustration et la blessure narcissique que fait subir la perte d'objets d'amour, laissant l'enfant seul aux prises avec son excitation. Héritière de l'excitation des pulsions détournées de leur but, l'intelligence en quête de satisfaction est donc toujours menacée d'un excès de tension. Trois destins à ce mouvement d'investigation sont envisagés par Freud. L'inhibition, l'intellectualisation ou la sublimation. Lorsque l'inhibition domine, l'excitation tombe sous le coup d'un refoulement excessif qui arrête pour longtemps la curiosité et l'investigation intellectuelle. La bêtise névrotique réduit ainsi l'intelligence en évitant le plaisir coupable de la découverte et l'excitation de la pensée. C'est le tableau de l'enfant inhibé, satisfaisant trop facilement certaines attentes éducatives, scolaires, voire religieuses,
mais dont le contre-investissement des pulsions sexuelles comme agressives empêche le déploiement de la créativité et de la vie sociale. Le second destin proposé par Freud est celui de la sexualisation de la pensée elle-même. C'est la rumination obsessionnelle, qui, évitant la résolution de la tension sexuelle dans l'accomplissement de l'acte, l'ajourne éternellement par le détour de l'intellectualisation. Figure de l'enfant intello, collectionnant les connaissances dans une caricature de la pensée adulte, qui évite souvent l'implication du corps dans la relation. C'est aussi l'organisation défensive de ces enfants. Là aussi, l'organisation défensive de ces enfants peut satisfaire certaines attentes de l'entourage et l'identité de l'enfant à haut potentiel intellectuel, masquer la stérilité d'intérêts intellectualisants qui ne sont pas mis au service du développement du moi. Enfin, la troisième voie est celle de la sublimation. Ni inhibition, ni compulsion à penser, la sublimation, nous dit Freud, transforme dès le début l'excitation en désir de savoir. La force de la pulsion était ici mise au service de l'investigation intellectuelle, à la condition d'éviter de s'occuper trop directement des thèmes sexuels. La sublimation est une opération de désexualisation de la pensée, qui libère l'énergie libidinale pour le développement de l'intelligence. La période de latence, quand elle est bien établie, est emblématique de ce mouvement, qui prendra fin avec la poussée pubertaire et l'entrée dans l'âge bête, décrit par Paul Denis comme le coup de frein brutal à l'intelligence, avant l'entrée dans le processus adolescent. Un autre dégagement de la blessure narcissique qu'inflige à l'enfant l'offense pulsionnelle est étudié par Freud dans un texte de la même période, le roman familial du névrosé. Être intelligent pour ne plus faire partie de cette famille de bêtes. L'enfant pense être en réalité né de l'union d'un couple bien plus riche, plus brillant et plus intelligent que ses parents réels, qui lui apparaissent de plus en plus décevants. Ce fantasme est le moteur du développement d'une pensée autonome par l'appropriation de l'idéal du moi. Freud ajoute que cette activité fantasmatique particulièrement importante est inhérente à celle de toute personnalité supérieurement douée. L'ambition de devenir plus intelligent que ses parents est également nourrie par la nostalgie des amours parentaux. Je cite, « Tout l'effort pour substituer au père réel un père plus distingué ne fait qu'exprimer chez l'enfant la nostalgie des temps heureux et révolus, où son père lui est apparu comme l'homme le plus distingué et le plus fort, sa mère comme la femme la plus chère et la plus belle. Être intelligent pour sauver le parent idéal. » Dans sa psychologie de la vie amoureuse, en 1910, toujours dans la même période, et écrit la même année que le Léonard, Freud poursuit sa réflexion. Quand l'enfant entend dire qu'il doit sa vie à ses parents, tout se passe comme si le dépit du garçon signifiait « Je n'ai besoin de rien venant de mon père, je veux lui rendre tout ce que je lui ai coûté ». Il forme alors le fantasme de sauver le père d'un danger menaçant sa vie. Quant à la mère, la sauver signifie lui faire ou lui donner un enfant, naturellement, un enfant tel qu'on est soi-même, donc devenir son propre père. Amour d'objet et identification sont noués dans le complexe parental, autour de l'idéal du moi, moteur de l'ambition. Pour conserver l'identification narcissique au parent idéal, l'enfant doit paradoxalement rabaisser et dépasser le parent réel en devenant lui-même son propre parent idéal perdu. Dans le souvenir du père au chapeau, Freud se rêve en Hannibal, père héroïque, mais rabaisse du même coup le père humilié dans le caniveau. Quand il récapitule ses conceptions sur l'idéal du moi dans son article de 1923, Le moi et le sein, Freud rappelle que derrière l'idéal du moi, qui dans cet article devient une composante du surmoi, se cache la première et la plus importante identification de l'individu, l'identification au père de la préhistoire personnelle, qu'avant la connaissance de la différence des sexes, il trouve plus juste d'appeler identification aux parents. À défaut d'avoir des parents éternellement dévoués et satisfaisants, l'enfant peut s'identifier à eux, prendre en lui les qualités qu'il a aimées chez eux et ainsi s'aimer lui-même en se sentant grandi. L'intelligence fait partie de ces conquêtes narcissiques, sublimation permise par le renoncement et l'amour exclusif et inconditionnel du parent réel, remplacé par l'idéal du moi. Mais nous sommes en 1923, et comme nous l'avons vu, Freud pense à présent que la pulsion a aussi une composante de destructivité.
Dans cette ascension de l'idéal du moi qui ramène la libido détachée des parents vers le moi, je cite, « La composante érotique n'a plus, après la sublimation, la force de lier la totalité de la destruction qui s'y adjoignait. Celle-ci devient libre, comme tendance à l'agression et à la destruction. C'est de cette désunion que l'idéal en général tirerait son trait de dureté et de cruauté, celui du devoir impératif. Être intelligent pour faire taire tous ces cons. En transformant la libido objectale en libido narcissique, la désexualisation libère donc un afflux de destructivité déliée. C'est ce qui explique l'agressivité méprisante qui accompagne parfois les plus grandes intelligences. Tout néfaste qu'il soit, ce mépris maintient dans la haine un certain lien avec l'objet. Lorsque cette destructivité suit tout entière les voies du narcissisme, elle peut mener à la mélancolie. Le surmoi, dominé par sa quête d'idéal, peut faire régner sur le moi une pure culture de la pulsion de mort. L'intelligence incisive, sans pitié ni empathie, soulagée des embarras de l'amour d'objet, se livre pleinement à l'approfondissement de la connaissance pour elle-même. Mais elle ne sera jamais assouvie, donc toujours critique envers le moi, pouvant aller jusqu'au suicide, nous dit Freud. L'adolescence et ses remaniements identitaires peuvent être un carrefour dangereux de ces configurations narcissiques. Intelligence et mélancolie voisinent sur la crête de la sublimation au risque de perdre le lien à l'objet dans la passion pour la connaissance. Il n'est qu'à penser à la célèbre gravure d'Albrecht Dürer, intitulée Mélancolia, représentant l'homme de culture seul, entouré de toutes les sciences et savoirs de son temps. Les reproches et la mauvaise conscience de l'obsessionnel sont une voie plus tempérée de liaison de cette destructivité. L'agressivité n'est cette fois pas complètement détachée de l'objet, se répartit entre hostilité inconsciente vis-à-vis de l'autre et culpabilité rabattue sur le moi. Les formations réactionnelles et rationalisation sont au service d'une intelligence contrainte par les luttes contre l'agressivité inconsciente, plutôt que motivée par le plaisir des satisfactions libidinales. On retrouve là la défense par intellectualisation évoquée dans le Léonard en 1910. Mélanie Klein, pour comprendre les inhibitions intellectuelles, reprendra les hypothèses de Freud sur la potentialité destructive de ce qu'elle nommera le surmoi archaïque. L'intelligence doit faire avec une forte agressivité vis-à-vis de ses premiers objets, qui, si elle n'est pas suffisamment tempérée par le rétablissement d'un lien d'amour, peut conduire à une restriction massive des investissements affectifs et intellectuels. Chacun à leur façon, Bion et Winnicott insisteront sur le rôle de l'objet dans cette liaison de la destructivité. Si le surmoi, par sa composante d'idéal du moi, s'enracine dans la nostalgie pour le narcissisme originaire, Freud montre aussi que dans sa forme plus tardive, le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe. Le complexe parental, qui fait, comme nous venons de le voir, osciller l'enfant entre amour, haine et identification aux parents, se déploie de façon triangulaire quand il prend en compte la différence des sexes et le fantasme de castration. Être intelligent pour tuer le père et conquérir la mère. Le complexe d'Oedipe transforme l'identification au père en la chargeant de la logique de la castration. L'intelligence, comme toutes les qualités enviées au rival, tombe sous la logique phallique narcissique. En avoir ou pas, être phallique ou châtré. Si l'identification au père, telle que nous venons de la décrire dans le complexe parental, amène l'enfant à s'approprier ses qualités en prenant sa place, le désir pour la mère qui sous-tend cette identification confronte l'enfant à la crainte de castration par le père. Devenir intelligent devient source de culpabilité. La passivité séductrice vis-à-vis du père, en identification à la mère, apparaît comme une solution pour éviter cette angoisse de castration. Mais cette identification à la mère se révèle tout aussi conflictuelle, puisque pour maintenir cette position, il faut, selon la logique phallique narcissique, renoncer à toute affirmation virile, ce qui reconfronte au fantasme de castration. Les composantes actives et passives de l'Oedipe se cumulent et augmentent l'angoisse de castration, imposant le refoulement des vœux incestueux et parricides. Le traitement de ces fantasmes inconscients conditionnera les qualités du surmoi et sa possibilité ou non d'intégrer les composantes bisexuelles de la personnalité. Sans l'accès à une génitalité intégrant la complémentarité des positions masculines et féminines,
les fantasmes de castration dominent. Les réalisations amoureuses et sociales seront autant de compromis entre ces désirs refoulés et la contrainte surmoïque au déplacement et à la sublimation. Les succès comme les échecs pourront raviver les angoisses de castration. Se trouver bête humilie, mais se sentir intelligent angoisse. C'est là le paradoxe conscient dans lequel se déploie l'intelligence du névrosé. Ce qui, du point de vue inconscient, se traduit par la bêtise réalise la soumission envers le père, alors que l'intelligence équivaut à son meurtre. Les logiques phalliques narcissiques sont à l'œuvre autant chez le garçon que chez la fille, mais la différence anatomique des sexes va leur donner des destins différents. Du côté du garçon, l'idéalisation du pénis et de l'activité musculaire offre une voie d'évitement royal des angoisses de castration et de la blessure de ne pas être assez intelligent. Du côté des filles, en revanche, l'identification au père est anatomiquement moins directe et la maternité encore lointaine. La présentation par Freud du développement psychosexuel de la fille restera assez ambiguë et sa compréhension en partie entravée par la misogynie de son temps. En postulant la méconnaissance de son vagin par la petite fille avant 4 ans, il survalorise l'envie du pénis. Plus gênant, dans certains textes, la castration féminine, qu'il a pourtant bien décrite à partir de la cure de Hans comme un fantasme, est présentée comme une condition féminine à accepter. Si l'on prend soin de clairement distinguer fantasme de castration et réalité anatomique, certaines conceptions freudiennes restent pourtant éclairantes cliniquement. Selon Freud, c'est lorsque la fille constate son absence de pénis qu'elle se fantasme castrée. De ce fantasme de castration découle une double déception envers la mère, qui ne lui a pas donné de pénis et est incapable de satisfaire ses désirs féminins. Cette déception conduit la fille à se tourner vers le père, qui lui semble fournir à la mère la complétude phallique qui leur manque à toutes les deux. Par la séduction ou l'identification, la fille se tourne vers le père et se dégage de l'objet primaire. Face à ce rapport négatif à la féminité perçue comme une faillite, Freud dresse 3 destins pour la petite fille. 1. La cessation de toute vie sexuelle. 2. L'insistance insolente sur sa masculinité. 3. Le début de la féminité, qui sera définitive. On retrouve donc là les 3 destins évoqués dans le Léonard à propos de la curiosité sexuelle infantile, inhibition, intellectualisation ou sublimation. L'intelligence peut ainsi être considérée dans cette logique phallique comme un équivalent fantasmatique du pénis, être intelligente pour en avoir une. Soit la fille s'en sent dépourvue à jamais, elle ne sera jamais aussi intelligente que les garçons et se conforte dans l'image de l'idiote, soit révoltée, dans une attitude que Freud a qualifiée de protestation virile, elle dresse ses capacités intellectuelles comme un rempart devant perpétuellement démentir son absence de pénis. Soit enfin, elle accède à une féminité assumée et nourrit d'autres satisfactions que celle de la possession du pénis et du phallus. Cette lecture de l'Oedipe féminin par Freud reste marquée par la survalorisation du pénis et n'explore pas vraiment la construction de cette féminité dégagée de la logique phallique. Freud se reconnaît incapable à dénouer les mystères du continent noir et remet son élucidation entre les mains des femmes analystes de la génération à venir, leur reconnaissant une valeur intellectuelle qui lui manque à lui. Position qu'il aurait donc qualifiée de féminine. L'intelligence de ne pas savoir. Notons au passage que la vision phallocentrique de Freud ne permet pas non plus de penser chez le garçon la construction d'un masculin génital et pas seulement phallique. Car on peut ajouter que le garçon, confronté aux limites de son identification maternelle du fait de son absence d'utérus, a lui aussi 3 solutions pour vivre sa masculinité. L'inhibition de toute identification maternelle, revendiquant une bêtise viriliste. 2. La féminisation outrancière d'un garçon sensible et précieux. Ou 3. La sublimation d'une masculinité, transmettant les lois sociales et intégrant les limites et la tiercéité. Le dernier article de Freud sur le féminin, s'intitulant « La féminité » en 1932, nuance sa position classique. Il y remet au travail la notion de bisexualité psychique, qui depuis ses premières conceptions sur la psychosexualité dans les lettres à Fliess, traverse toute son œuvre.
Le masculin et le féminin n'y sont plus conçus comme des caractéristiques de l'homme et de la femme, mais comme des composantes de la personnalité s'exprimant à des degrés variables chez tous les individus. L'accès à la féminité n'est plus envisagé seulement comme l'acceptation du manque et le renoncement à la possession du pénis, seul organe actif, donc véritablement pulsionnel. L'investissement des buts sexuels féminins prend ici une valeur positive en soi. Je cite, « La féminité se caractérise au sens psychologique par un penchant vers des buts passifs, ce qui n'est pas la même chose que de parler de passivité. En effet, il est quelquefois nécessaire de déployer une grande activité pour atteindre des buts passifs. » Fin de la citation. C'est ainsi la notion de réceptivité qu'introduit Freud comme une qualité féminine et maternelle qui pourra se déployer dans les deux sexes à partir de fantasmes complémentaires à ceux de l'activité virile et conquérante. Ces ouvertures se prolongeront dans les travaux complémentaires et critiques des théories de Freud, entre autres Mélanie Klein, qui soutient dès 1932, donc la même année, la connaissance précoce de leur vagin par les petites filles. Elle postule également l'investissement du pénis paternel dans un Oedipe précoce, dominé par une sexualité orale sadique qui déclenche des angoisses de destruction terrifiantes concernant l'intérieur du corps. L'intérieur du corps maternel peut être, selon elle, fantasmé comme le lieu d'une réceptivité contenante et créative, ou comme, au contraire, celui d'un piège enfermant et destructeur. Garçons et filles doivent s'organiser par rapport à ces fantasmes archaïques qui sous-tendent leur curiosité sexuelle, et donc, comme nous l'avons vu, le déploiement de leur intelligence. C'est dans cette optique que Bion proposera sa modélisation de la pensée et des relations contenant contenu. L'intelligence combine les aspects masculins et féminins de la pulsion et réunit fantasmatiquement dans le sein maternel pour créer de nouveaux symboles. Dans ses derniers écrits, la première identification n'est plus pour Freud celle au père de la préhistoire personnelle, mais celle au sein. Winnicott parlera quelques décennies plus tard du féminin pur dans les deux sexes, comme de la base du sentiment de continuité de l'existence et de la pensée. Donc la pensée nécessite un appareil psychique suffisamment constitué pour accueillir, contenir et transformer les excitations internes comme les stimulations du monde extérieur. Pour que cette pensée gagne la qualité d'intelligence et soit mise au service du développement du moi, elle doit s'inscrire sous l'égide d'une instance régulatrice, intégrant le principe de réalité et les interdits culturels. Cette instance se compose des différents niveaux surmoïques. Partant du moi originaire nostalgique du narcissisme primaire, elle intègre les idéaux du moi que constituent les identifications aux personnes aimées par l'enfant au cours de son développement, pour finalement accéder à un surmoi post-oedipien, impersonnel et garant intériorisé du travail de culture. Être intelligent, d'un point de vue psychanalytique, et pouvoir traiter à la fois avec la réalité extérieure, les pressions du ça et les contraintes de son surmoi. Vivre et grandir en bonne intelligence avec ses instances. Dans cet équilibre, l'humour est un précieux secours. Freud a montré le lien entre l'humour et le surmoi. La possibilité de rire, et de rire de soi en particulier, ouvre un espace de jeu qui dégage du tragique. L'intelligence d'en rire transforme l'agressivité à l'œuvre dans les injonctions surmoïques, soulageant le moi d'une menace qui se formule dans l'espace du jeu plutôt que dans la réalité. Identifié à l'instance menaçante pour son narcissisme, le moi endosse sa cruauté le temps du trait d'humour. Plus que l'humour à proprement parler, c'est chez l'enfant la capacité à jouer et à se jouer du tragique, qui témoigne à nos yeux d'une intelligence bien intégrée. Ainsi, la personnification dans un jeu d'enfant des différentes instances en conflit est pour un psychanalyste bien plus rassurant pour l'intelligence d'un enfant qu'un chiffre de QI élevé. Je vous remercie.